Bonjour, merci. Merci bien d'être là pour ce midi-conférence sur les idées, en fait, pour essayer de parler de l'inspiration, d'où vient l'inspiration des idées et la création des idées. En fait, les progrès, que ce soit en matière de fiscalité ou dans d'autres domaines, le domaine juridique aussi, bien, ça nécessite de la créativité pour concevoir des solutions, des alternatives innovantes, mais ça nécessite aussi du leadership pour diffuser efficacement ces idées-là puis garantir leur acceptation au sein des organes décisionnels. Certaines idées vont émerger de manière en fonction de l'expérience personnelle, tandis que d'autres vont découler d'une analyse externe d'un problème. Le niveau de difficulté de mise en œuvre de ces alternatives-là va influencer leur adoption, puis parfois la résistance au changement peut un peu entraver la transition vers l'action. Nous avons eu envie de profiter de la présence de Mme Nina Olson, qui sera demain au symposium André Larreau, pour réunir en fait des femmes qui ont contribué de façon créative, en faisant preuve de leadership, à faire évoluer différentes causes. C'est donc ce dont ils vont vous parler. Nos conférencières que je vous présente dans un instant vont partager leur expérience et observations quant à la contribution constructive au choc des idées pour améliorer les choses, que ce soit en fiscalité ou dans le système judiciaire, et de faire ça pour le bénéfice du plus grand nombre. Donc, je vous présente nos conférencières, en fait. Je vais commencer avec Nina Olson. I'll do the presentation in English because Nina will speak in English for her conference, but the rest of the conference will be held in French. So Nina Olson is the Executive Director of the Center for Taxpayer Rights, dedicated to furthering taxpayers' rights in the U.S. and internationally. From March 2001 to July 2019, Nina served as the National Taxpayer Advocate of the United States, an independent organization within the International Revenue Service dedicated to assisting taxpayers resolve their problems with the IRS and making administrative and legislative recommendations to mitigate those problems systematically. She has submitted 39 annual reports to Congress and testified before congressional committees over 60 times. Before serving as the National Taxpayer Advocate, Nina founded and directed the Community Tax Law Project, the first independent low-income taxpayer clinic in the U.S. She also maintained a private legal practice representing taxpayers in disputes with the IRS. Nina has received many awards and recognition, including the American Bar Association section. No, I want to make sure that that we all know that. So a lot of award for Distinguished Service Award for Lifetime Services, for Outstanding Dedication, Achievement, and Integrity in the field of civil and criminal tax controversies. And in 2016, she was recognized by Tax Analyst as one of the top 10 outstanding women in tax. Also, l'honorable Louise Otis, donc je vais revenir au français. Louise Otis est une juge, arbitre et médiatrice active en matière administrative et commerciale. Elle est également professeure adjointe à la faculté de droit de l'Université McGill. Elle est présidente du tribunal administratif de l'OCDE, présidente du tribunal administratif de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle est juge suppléante au tribunal administratif de l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques. Elle est membre du Conseil interne des Nations unies. Louise Otis est titulaire de doctorat honorifique de l'Université Laval et de l'Université de Sherbrooke. On est bien content de ça. Elle a reçu de nombreux prix et reconnaissances également, dont Grand officier de l'Ordre national du Québec, Prix de la justice, officier de l'Ordre du Canada pour sa contribution à l'expansion de l'administration de la justice au Canada en tant que juge à la Cour d'appel du Québec et pour avoir créé et établi des systèmes de médiation judiciaire. Aussi le prix David Plante pour l'excellence en résolution de conflits dans des différends internationaux. Et bien d'autres. Donc, merci d'être parmi nous. Notre dernière conférencière sur ce panel, Brigitte Alpin. Brigitte est professeure à l'Université du Québec en Outaouais. Elle agit également comme experte en politique fiscale et en finances publiques auprès des autorités
et fait de nombreuses interventions publiques sur des questions liées à la justice fiscale, à la fiscalité de la philanthropie et à la fiscalité environnementale. Elle contribue à la promotion de la justice fiscale de multiples façons. Son travail d'auteur, de scénariste et de réalisatrice vise à sensibiliser, éduquer et mobiliser les acteurs internationaux sur le sujet de la justice fiscale. Elle a écrit le livre « C'est riche qui ne paie pas d'impôts » et plusieurs autres livres, dont tout récemment un premier roman ayant pour trame de fond la fiscalité, le roman « L'Alerte ». Elle a également remporté le prix Gémeaux du meilleur scénario pour le film « Le prix à payer », inspiré de son deuxième livre « La crise fiscale qui vient ». Elle est récipiendaire des Humanitarian Awards dans la compétition des meilleurs courts-métrages 2020 pour le film « Rapide et dangereuse, une course vers le bas ». Brigitte Alpin est cofondatrice des conférences Tax Coop, dont elle nous parlera, une conférence mondiale tenue de 2015 à 2021. Elle a également cofondé Radio Dodo. Elle a été classée dans l'International Tax Review parmi les 50 fiscalistes les plus influents au monde. Elle est fellow de l'Ordre des CPA du Québec. En 2023, elle a reçu le titre de chevalier de l'Ordre national du Québec pour l'ensemble de ses réalisations. On ne fait pas toujours des longues présentations comme ça, mais je pense que la thématique d'aujourd'hui nécessitait, je pense, qu'on fasse ce genre de présentation-là pour nos conférencières. D'entrée de jeu, ce qu'on va faire, c'est que chacune des panélistes va faire des remarques introductives pour faire part de leur expérience, de leur observation. Puis, par la suite, on aura un échange sur diverses questions. Si vous avez des questions, vous pourrez également les poser, puis ça contribuera à l'échange puis aux discussions qui vont suivre. Alors, on commence tout d'abord avec Mme la juge Louise Otis. Allez-y. Bonjour, Lynn. Merci de cette belle présentation. Et mes remarques seraient relativement probablement à la création de la médiation judiciaire. Il y a 25 ans, l'instauration de la médiation par des juges, c'était quelque chose qui était absolument impossible. C'est venu à moi comme une nécessité. Et quand je suis arrivée à la magistrature, j'ai constaté que les juges n'avaient plus la même mission qu'autrefois, que leur mission avait changé, qu'ils avaient une tâche très complexe de rendre justice dans une société qui était totalement en mouvance, et une société qui se déployait à la vitesse de la lumière et qui avait perdu ses repères et ses points d'ancrage. Une société qui était multiculturelle et de plus en plus pluraliste et qui cherchait son souffle. Et je me suis dit, on constate ce phénomène-là, mais nous, les juges, qui sommes les premières à l'examiner, comment est-ce qu'on va prendre le pas de cette société? Comment l'accompagner sans la précéder et comment l'accompagner sans la distancer? Alors, j'ai donc eu cette idée qui vient de mon passé aussi. J'étais une avocate spécialisée en droit de travail. Alors, lorsque ces avocats, c'est un avocat syndicaliste, alors lorsque nous étions devant les tribunaux, nous devions être d'extraordinaires litigators, de très grands plaideurs. Mais lorsqu'on avait fini de plaider, il fallait s'asseoir et négocier des conventions collectives. Nous avions à négocier sans arrêt et être de bons négociateurs. Donc, nous cumulions les deux. Alors, je me suis dit, pourquoi les juges qui sont des adjudicators, qui sont des décideurs, ne pourraient pas aussi, dans la même fonction, de manière neutre, devenir des facilitateurs ou des médiateurs? Ce sont deux tâches qui se conjuguent ensemble. Et depuis 25 ans, le Québec a intégré ce modèle unique de justice. Toutes les cours, tous les tribunaux, de la Cour d'appel aux tribunaux administratifs, offrent la médiation par juge, gratuite et consensuelle, à tous les justiciables du Québec et dans tous les secteurs du droit, et même en droit criminel. C'est un modèle qui est unique au monde, mais c'est un modèle qui a été enseigné par nous du Québec sur les 5 continents. Et nous enseignons que cette médiation est un outil extrêmement puissant et qui renforce la capacité des personnes devant le système de justice. Et ce modèle québécois a été répliqué. Et le bonheur que nous avons, c'est de voir que la France, en 2023, a adopté la grande législation qui adopte essentiellement le modèle québécois. Il a fait venir nos juges là-bas et qui ont repris le modèle de la médiation judiciaire qui va être appliqué à toutes les cours de France.
Alors, c'est la première fois et c'est une grande victoire. Mais dans la plupart des continents, il y a des cours qui ont répliqué ce modèle, que ce soit en commercial ou que ce soit en civil, mais qu'une intégration soit faite complètement dans tous les secteurs du droit et au niveau de toutes les cours. C'est la France qui sera notre premier. Alors, le Québec est rendu en France maintenant et le ministre Dupond-Moretti nous a rendu grand hommage et j'y étais à Strasbourg l'année dernière. Pour développer un système comme ça prend de la détermination, ça prend du travail, ça prend de l'audace, il faut travailler très fort. Et, mais vous savez, la phrase essentielle que je vous dirai au cours de ma présentation à moi, c'est que c'est bien joli d'avoir une bonne idée, mais quand on n'a personne avec soi pour la porter, ça reste une bonne idée. Et c'est grâce aux gens qui m'ont entouré que la médiation est devenue ce qu'elle est devenue au Québec, au Canada et dans plusieurs pays du monde. Et c'est grâce, et je rends hommage tout le temps à chaque fois que j'en parle, parce que je l'ai perdu cette année, il est décédé, au juge en chef du Québec, Pierre Michaud, à qui j'ai présenté cette idée-là un soir en revenant d'un congé de Noël et en lui disant, je pensais à ça pendant le temps des fêtes, là. Ça n'a plus de bon sens qu'on continue comme ça. Puis, alors, quand il m'écoute, il me dit, quoi? Des juges de la Cour d'appel, le plus haut tribunal, qui ferait de la médiation en dehors de la cour avec les gens. C'est une idée de fou. J'ai dit, oui, mais toi, il n'y a pas un speech que tu fais où tu ne parles pas du droit de l'accès à la justice aux gens. Tu parles toujours de ça. Mais il dit, tu as bien raison. Regarde ce qu'on va faire. On va faire un projet pilote. Si ça marche, ce sera le succès de la Cour d'appel. Puis si ça floppe, ce sera de ta faute. Et là-dessus, j'ai trouvé que c'était la meilleure formule au monde. Et alors, tous les deux ensemble, on a parti. Moi, j'ai pris pendant 18 mois, en plus de mon travail de juge à la Cour d'appel, qui est très exigeant. La fin de semaine et le soir, j'appelais les gens, les justiciables en médiation. Et lui, de son côté, l'a vendu. Aller au barreau, aller s'exprimer partout. On a fait venir Radio-Canada dans une salle de médiation pour leur voir comment ça fonctionnait. Il a été mon allié essentiel. Et lorsqu'il a fallu décider si le projet deviendrait permanent ou redeviendrait un projet provisoire, à la Cour d'appel du Québec, nous en parlerons dans une de tes questions, on n'avait pas la... Il y avait la moitié qui était pour, la moitié qui était contre. Et le juge Michaud a donné le vote prépondérant. Ce qui fait que le projet est devenu la médiation judiciaire du Québec par sa décision. Et voilà pourquoi je dis, nous ne sommes rien seuls. Oubliez le mot « je ». Je vais vous faire rire en finissant. Quand je m'en vais faire mon épicerie au Provigo ou au IGA, et avez-vous la carte « moi » ? Non, monsieur. Je n'ai pas la carte « moi ». Je l'aurai quand ce sera la carte « nous ». Comment se fait-il qu'au Québec, en 2024, on a une carte qui dit « moi », alors qu'on est dans une urgence climatique fabuleuse où on a besoin d'être tous unis et d'être nous. Et les gens derrière moi souvent disent « mais elle a raison, comment ça se fait que ça s'appelle « moi » » ? Merci beaucoup. Ça lance bien la réflexion sur les idées puis comment les porter. Je passe la parole à Brigitte pour la suite. Merci beaucoup. Dans un premier temps, j'aimerais prendre quelques secondes pour dire que, Lynn, tu nous as toutes introduites de façon magnifique. Je t'en remercie. Je te remercie de l'honneur que tu nous fais de parler de nos expériences. Mais c'est dommage que tu ne peux pas t'introduire toi-même, évidemment. Donc j'aimerais... Je n'ai pas préparé une introduction pour toi, mais j'aimerais dire que pour continuer un peu l'idée, Louise, parmi les projets que j'ai faits, les plus beaux projets, c'est les projets que j'ai faits avec toi. Tu es une experte incroyable, une femme qui travaille en équipe et je me fie à toi les yeux fermés. Donc, je m'arrêterai là. Je le reste sans que tu veux que je m'arrête. C'est ça, exactement. Je te retourne ça. Donc, merci beaucoup. Louise, j'aimerais ajouter que grâce à toi, on a la médiation fiscale. Donc, tu nous as inspirés. Je sais comment c'est né. Donc, tu nous as inspiré la médiation fiscale au Québec. Merci beaucoup, qui est un avancé. Je connais plusieurs personnes qui en témoignent de façon très positive. Donc, merci. Qu'est-ce que je pourrais dire à côté de ces deux grandes dames qui m'impressionnent énormément?
Nina, lorsque à Harvard, tu m'as beaucoup inspirée par ta présentation le vendredi matin. Donc, je pourrais dire concrètement comment tu m'as inspirée durant les prochaines questions. Donc, j'aimerais parler peut-être de 2 projets, si tu me permets, Lynn. Le deuxième, ça va être Tax Co-op qu'on a fait ensemble. Le premier, je dirais que c'est mon premier livre que j'ai écrit. C'est riche qui ne paie pas d'impôts. J'ai écrit ça, j'ai commencé à écrire ça en 2002. À ce moment-là, ça n'existait pas, un livre comme ça. Je me rappelle parce que j'essayais de faire des recherches pour voir des comparables, puis il n'y en avait pas. Donc, il y avait un livre qui avait été écrit qui s'appelait « La part du lion », qui m'avait marqué, mais ce n'était pas tout à fait ça non plus. Moi, je voulais vraiment dire que ça existe des riches qui ne paient pas d'impôts. Et comme comptable fiscaliste qui travaillait à cette époque-là, jusqu'à tout récemment, dans les bureaux de comptables, c'était difficile d'écrire ce livre-là. J'étais mère de famille, je ne voulais pas non plus perdre ma job. Puis je recevais des menaces. Donc, je recevais des menaces, que ce soit des personnes de mon entourage ou des politiciens. Je suis sûre, Nina, que tu comprends aussi un peu ce que j'explique. Donc, je recevais des menaces puis qui me disaient, plus personne ne va te faire confiance, tu es une vendue. Jusqu'à temps que le livre sorte, j'ai trouvé ça extrêmement difficile d'écrire ce livre-là. Et je me rappelle encore la soirée avant que le livre sorte. Donc, je me rappelle encore, là, j'étais avec mon mari, puis on était dans notre maison, puis où est-ce qu'elle est, notre maison? Elle est comme loin de la rue, un peu dans le bois, et il n'y a pas de rideau. Puis là, puis nous, on est habitués, on n'est pas gênés, là, puis je me disais, mon Dieu, peut-être que c'est la dernière soirée qu'on va avoir cette intimité-là dans notre maison. Et bien, des fois, il y a des projets il y a des projets que c'est simplement, ou pas simplement, c'est pas facile d'écrire un livre, mais il y a des projets comme l'écriture d'un livre qui demande énormément de leadership. Quand c'est un sujet nouveau, quand c'est un sujet qui est difficile à adresser. Moi, il y avait un de mes chapitres qui portait sur le premier ministre, les sociétés du premier ministre du Canada, qui était à ce moment premier ministre du Canada, et les sociétés dans les paradis fiscaux. Et ça ne s'était pas fait, ça, de divulguer ce genre d'informations-là, là, vraiment avec les faits par écrit, etc. Puis quand tu sors un livre, bien, tu ne sais pas ça va être quoi la réaction du public jusqu'à temps qu'il sorte le livre. Tu ne peux pas faire comme un test. Donc, je vous dirais que mon premier gros stress, c'était l'écriture du livre « C'est riche qui ne paie pas d'impôts ». Mais je me suis écoutée à chaque page de ce livre-là. Je me suis écoutée. Je l'ai écrit plusieurs fois. Je l'avais écrit de façon comme scientifique, comptable, économique. Tu sais, je l'avais écrit dans une première version. Et après ça, j'avais lu un livre de Lucie Pagé, qui est Mon Afrique. Puis elle, dans ce livre-là, elle parle au jeu. Puis j'ai décidé de tout réécrire le livre en parlant au jeu. Puis en parlant aux gens, à mon lecteur comme si je parlais à mon meilleur ami. Puis cette théorie-là, je la dis maintenant à mes étudiants. Quand vous écrivez, mettez-vous une image dans votre tête comme si vous parlez mettons, à une personne de confiance dans votre entourage, puis écrivez pour cette personne-là si vous n'êtes pas capable de visualiser votre auditoire. Donc, l'écriture de ce livre-là m'a donné confiance que je suis capable de dire les choses, même si ma réputation, ce n'est pas nécessairement d'être une bonne écrivaine. Ma facilité, ce n'est pas avec une plume nécessairement, mais ça m'a donné confiance que je suis capable de le faire pareil. Mais ça m'a aussi donné confiance que les gens, ils sont prêts à recevoir la vérité quand c'est le temps. Il y a un moment pour dire les vraies choses, puis quand on les dit avec le cœur, avec le respect de la vérité et le respect de l'auditoire, les choses se disent, les choses passent, puis finalement, il était bien accepté, c'est riche qui ne paie pas d'impôts. Donc, ça, c'était en 2002, 2003.
par la suite, j'étais invitée sur des auditoires, à faire des conférences, à faire des émissions de radio, quelques-unes dont j'ai fait justement avec Luc, qui est avec nous, Luc Godbout. Et il y avait souvent je parlais en compagnie d'économistes, puis je me sentais comme s'il manquait une expertise, un fondement quelconque. Fait, je suis retournée à l'école et je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de faire application à Harvard, puis si je suis acceptée, je vais y aller. Et c'est comme ça que j'ai retourné aux études à 40 ans, à 39 ans, j'ai gradué à 40 ans d'une maîtrise. Pour moi, de l'université Harvard, c'était beaucoup. Ma mère, c'était pas nécessairement, puis on n'était pas une famille d'intellectuels. Pour moi, c'était beaucoup. Juste d'aller là, dans une classe avec des étudiants d'Harvard, c'était gros pour moi. Donc, ce sont toutes des briques qui m'ont donné confiance. Et à un certain moment donné, durant tout ce parcours-là, je me suis dit, moi, je veux faire des choses que les autres ne font pas. Donc, je ne veux pas, si les autres le font, je n'ai pas besoin de le faire. J'ai toujours essayé de trouver des choses que les autres ne font pas ou qui manquent dans notre monde sur la justice fiscale. Et c'est là qu'est arrivée l'idée de Tax Coop. Parce que Tax Coop, il se passait une réforme fiscale internationale et j'étais moi-même en train de faire le film, le prix à payer avec Harold Crooks, un réalisateur magnifique de New York. Et je m'apercevais que personne n'adressait le problème de la concurrence fiscale internationale, qui est dans le fond l'essence du problème. Donc, personne ne l'adressait. Dans les 15 actions de BEPS, Lynn, tu le sais, on ne parle aucunement de la concurrence fiscale internationale. C'est aucunement mentionné dans les milliers de pages. Donc je me suis dit, il faut faire une conférence où est-ce qu'on va réunir les 4 grandes organisations internationales sur le sujet, où est-ce qu'on va réunir tous les experts, puis une conférence neutre. J'ai commencé par aller voir Vicky Perry, que tu connais sûrement, qui a pris sa retraite, qui était au Fonds monétaire international. Et on s'est parlé, etc. Puis elle m'a dit, vous savez l'histoire, mes collègues, elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'es? Est-ce que tu es naïve? Penser qu'une telle aventure pourrait se réaliser. Et finalement, on a mis en place Tax Coop qui réunissait les organisations internationales dont l'objectif était strictement de mettre la concurrence fiscale à l'agenda de la réforme fiscale internationale. Ça, on a commencé ça en 2013, 2014, et tout le monde nous disait qu'on était pas seulement des rêveurs, mais comme si ça n'avait pas d'allure, nos idées, comme si c'était irréaliste. Et finalement, on s'est dit, on va mettre notre agenda jusqu'en 2020. Et en 2020, on va faire la plus grande conférence fiscale de l'histoire de la fiscalité. Et finalement, en 2019, est venu les BEPS 2.0, où est-ce que finalement c'est axé sur la concurrence fiscale internationale. Est-ce un hasard? J'aime croire qu'on y a contribué un petit peu à tout ça. Donc, et je dirais que ce que je retiens de tout ça, je pourrais parler longtemps. Là, je m'aperçois que je ne voulais pas parler longtemps, mais je m'aperçois que non, je suis correcte dans mon temps. Donc, mais ce que je retiens de Tax Coop, c'est, comme dit Louise, si on a une bonne idée, mais on n'est pas entouré de personnes dédiées, de personnes qui sont prêtes ou qui y croient, puis qui sont prêtes à, je vais dire, mourir pour la cause. Je ne parle pas de mourir physiquement, je parle de se fatiguer, prendre des risques, pas se mettre moi en valeur ou Lynn ou Louise en valeur, parce que Tax Coop a été cofondé, vous l'avez compris, avec Louise et Lynn, et d'autres femmes aussi, mais c'était nous les principales fondatrices. Donc, pas se mettre moi en valeur. Moi, vous le savez, les filles, ça n'a jamais été de moi, je suis plus importante dans Tax Coop que Louise et Lynn. Il y a des fois que je travaillais plus, des fois c'était Lynn, des fois c'était Louise, mais ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de mettre la concurrence fiscale à l'agenda de la réforme fiscale internationale. Il n'y avait aucun objectif personnel. Je dirais, oui, comme Louise, s'entourer de personnes gagnantes dédiées à la cause, mais aussi de mettre la cause en avant de soi.
je dirais que quand on travaille en équipe, il faut mettre vraiment la cause en avant de nos objectifs personnels. Si on veut avoir la confiance de nos collègues, la collaboration, les yeux fermés de nos collègues, il faut que nos collègues aient confiance qu'on est là pour la cause, pas pour nous-mêmes. Et je dirais aussi, se mettre un agenda et la respecter. Ce que j'ai mis beaucoup de tax coop, on s'est mis un agenda à 2020, puis on l'a respecté. On a eu envie de ne pas la respecter parce qu'on était rendu la conférence, on était rendu vraiment la plus grande conférence en fiscalité, mais notre objectif était atteint, la concurrence fiscale internationale était rendue à l'agenda de la réforme fiscale internationale. Et nous, on se disait, maintenant, on a d'autres causes qui nous attendent. Donc, je m'arrêterai ici. Merci. Nina. Merci, Brigitte. Donc, on tourne ça sur... merci, oui, pour toute cette expérience-là. Nina, the floor is yours. Well, first of all, let me say how honored I am to be here with these incredibly impressive human beings. And I also want to apologize for not being able to speak in French. I don't speak any language other than English, and that's just where I am. And I'm sorry. I would like to talk about the benefits of being clueless when you start out with an idea, and maybe young and clueless, because that helps a lot. You don't have any knowledge about maybe what you're proposing and why it's such a challenging idea, so you're able to continue on. And it really starts about 50 years ago when I just graduated from college with a degree in fine arts and as a painter, which was not exactly a profession that you could make any money at. And so in order to make money, I started preparing tax returns in the United States for friends of mine who were also artists, and they didn't want to go to an accountant, and I just seemed like, okay, I can prepare a tax return. That was the same year, 1975, when the United States created the Earned Income Tax Credit, which is a refundable tax credit for the working poor. So it was really the first effort in the United States to bring social benefits into the tax system. And it also brought many, many low-income tax individuals who didn't otherwise have to file a return into the tax system in order to get this refundable credit, which today is a significant amount of money, about $7,000 a year. So it's not small change. But in '75, it was a small amount of money, but it was an important refundable credit. And so that brought into my work, low-income taxpayers. And so you fast forward from '75 to around, 1986 or 88 or so, there'd been a major tax reform. And one day I just thought, tax is a law and I'm not anything, I'm a former painter that does tax returns. So I need to go to law school. So I went to law school at night. And when I graduated from law school, that took about 4 years because I was working during that time. But when I graduated from law school, I got approached by the local bar association saying, would you like to do pro bono work, volunteer work for low-income people? And I thought, well, I don't know anything about landlord-tenant law or creditor-debtor law. I'm a tax person. And there was nothing created around helping low-income people with their tax controversy with the IRS, because between '75 and let's say 1991, the Earned Income Credit had grown a great deal, but there was a lot of concern about improper payments of that credit. Somehow there was this idea that paying out $1 of refundable tax was more valuable, more costly to the government than not collecting $1 of tax on unreported income. And there was a huge focus and an audit focus on low-income taxpayers who didn't have representation or anything like that. And I was talking to a tax court judge. The United States has a tax court. And I was talking to a tax court judge one day who happened to be a friend. And she said to me, she'd just come off of a calendar of cases.
And so much of the tax court in the United States, about 75% of their cases are unrepresented taxpayers. They are pro se. And in the small dollar cases, 95% of the cases are pro se. And she said to me, I wish there was something we could do about low-income taxpayers. And I just sat there in my kitchen thinking, well, there is something we could do. I could do this. Helps being clueless. I could do this. And so I created a nonprofit, the Community Tax Law Project, which was a legal aid just to represent low-income taxpayers before the Internal Revenue Service, and at the state level before the state, we were located in Virginia, so before the Virginia Department of Taxation. And we recruited over time about 200 volunteer attorneys and certified public accountants to represent low-income taxpayers. There had been some tax clinics in law schools and business schools, but never before one the model of really a legal aid, a nonprofit legal aid. And so that was in 1992 that I founded it. And it was on a shoestring. It was part of my regular practice. I paid, it was my office. I paid for the phone line. When I used the royal we, there was just me, and I'd go out giving speeches, and everybody thought there were 80 million people behind me, but there was no one, there was nobody. One day we had a case, and it was actually a Virginia case, and it was a very complex case, which gave lie to the fact that low-income taxpayers have simple issues. And it was actually also under Virginia law, it was a criminal tax case. So this taxpayer was entitled to a public defender. And I was talking to the public defender, and he said, I hate taxes. And I was like, yeah, everybody hates taxes. He said, my wife is a tax lawyer. And I thought, aha, another volunteer. So I said to him, what does she do? And he said, well, she's chief of staff for the United States House of Representatives Ways and Means Committee, Oversight Committee of the IRS. And I said, well, do you think that she would like to hear about the problems that low-income taxpayers have? And he said, sure, here's her direct phone number. So I sat in my little office in Richmond, Virginia, and I thought, she's never going to talk to me. Why would she want to talk to me? I'm nobody. But I thought, this has been my motto throughout my entire life. The worst they can do is say no, and then I can go back and paint, and then that would make me very happy. So I just dialed her, and she picked up the phone, and an hour and a half later, we were still talking. And a week later, the IRS was under fire from Congress for the way it was treating taxpayers. This was 1997, 1998. There had been a commission on restructuring the IRS that had started in 1996 and had given a report in the summer of 97. And in August of 97, the House was holding a whole series of hearings on reforming the IRS. And so a week and a half after that phone call, I was invited to testify before Congress, particularly about the problems that low-income taxpayers have. And I went up there and talked to them about the problems that we were seeing, the work that we were doing, the problems that taxpayers who speak English as a second language in the United States have dealing with the IRS, and also the challenges of getting funding as a nonprofit. And I proposed that Congress create a grant program for providing clinics with matching funds, because that would be a leverage to foundations, et cetera, dollar-for-dollar match. And the House put that into their legislation. And then in February of 1998, the Senate held hearings on the legislation, and they invited me up to testify not just about the clinic proposal, but also about other taxpayer rights proposals, particularly from the perspective of low-income taxpayers when they were being caught up in the system. And so in the legislation that was passed pretty much unanimously by both houses, which never happens today, but happened in 1998 in July, the IRS Restructuring and Reform Act of 1998, it created a statute grant program for funding low-income taxpayer clinics to represent low-income taxpayers and conduct outreach and education to taxpayers who speak English as a second language. And at the time, there were 14 clinics, and today there are now 125 to 130 clinics around the country representing low-income taxpayers. What really resonated with Congress
in my talking about this with them. And it resonated with the commission because I had done a cold call to someone who was the chief of staff of the commission and talked his ear off for an hour and a half. And there was, they had put in their report that you needed to fund these programs too. So, and there was an academic professor who I was working with very closely. She has since passed, but she was really someone who was very connected, not clueless, but connected. And I learned a lot from her about how to navigate this process. So you can see that partnership. But what really resonated with them is the United States is a common law country. So not only is the Internal Revenue Code a code, but we also are a common law country. So law is made in the courts based on the cases that come in, and the courts are ruling, and that's a precedent. And then you have another series of facts, and you're applying the law to the facts, and that becomes another precedent, and it builds. But who was not represented in the courts? The low-income taxpayers, because they could not afford representation. And therefore, the only common law that was out there were the cases relating to the issues that affected higher income taxpayers, taxpayers or entities that could afford representation. And so to make the system equitable, you needed representation of low-income taxpayers in the court. And beyond that, you needed it at the administrative level. And beyond that, when the Treasury or Congress is addressing a law, you needed a group of experts, people who were working with this population, that you could go in and say, I know you're making this law to affect these people, but it has downstream consequences to this population that cannot speak up. And so we are speaking up for them. And so those ideas back in 1992, 1998, you know, have created a community of legal experts and representatives of taxpayers that have influenced the United States tax law at all levels, at the policymaking level, at the legislative level, at the administrative level, and at the court level. And going beyond that, it has moved internationally because I've met with tax administrations around the world. And so, for example, Australia was really interested in this idea. And some academics, some clinicians over in Australia came over to visit our clinics in the United States. And now there are soon to be 20 clinics in Australia. There's a clinic in Ireland. There's a clinic in UK. We're trying to work getting clinics in Africa and South America. And so you can see this movement, and each of these clinics have different focus because the tax laws are different in that area, in each country. But the idea that there are a group of people that cannot afford representation and therefore the law is not equitable because they are not being heard. It has a different expression in each country, but it is something that is taken off. And I'll stop there because I think, but I do want to remind everybody, you know, just the cluelessness of it was just, you know, this idea and just saying, well, I will say what I need to say and I will try to talk to the people. I have no idea where this will go, and the worst that will happen is I'll go somewhere else. But the idea took hold and really changed the system completely. Thank you. Merci beaucoup. C'est tellement riche, ces conversations-là, que là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. J'ai prévu juste 1 heure de conférence. On pourrait en jaser encore tellement longtemps de tout ça. Il y a plein de choses qui sont revenues. En fait, vous avez évoqué, chacune d'entre vous, un peu comment l'idée vous est venue. Mais j'aimerais vous entendre juste un petit peu plus là-dessus. C'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on constate un problème, on constate on souhaiterait qu'un système ou qu'une règle évolue différemment. Donc, qu'est-ce qui fait que... Puis vous avez évoqué des choses qui sont quand même
c'est pas juste, c'était parti d'une idée, mais qui est devenue une réforme, là, qui est venue vraiment changer les choses. Donc, partir de cette idée-là, qu'est-ce qui déclenche la naissance de l'idée, mais aussi le fait que ça se transforme à un moment donné en réforme. Je pense que vous avez évoqué différents points à travers ça, mais j'aimerais ça vous entendre encore. Là. Qu'est-ce qui fait que le feu prend à un moment donné, là, puis que là, on sent que, OK, on a travaillé fort, mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Quel était, dans vos expériences, là, cet élément déclencheur-là? Je vous inviterai, allez-y de façon comme ça, si vous... Ça va? Le micro, ça fonctionne? De mon côté à moi, je crois que, et c'est sans doute pour chacune ou pour chacun, et ceux qui ont le milieu d'où tu viens et l'éducation que tu as reçue. Je suis la fille d'un bûcheron de Gaspésie qui a gagné sa vie honorablement et qui bûchait dans le bois jusqu'à 72 ans pour m'aider à finir mon droit. J'étais la plus jeune de la famille. Et ça te donne un regard sur la société. Je suis de ce monde-là. Hein? Je ne sais pas qui a dit assez dans un livre magnifique de Benoît qui disait d'une conversation, « Vous savez, monsieur, je descends d'un prince, et moi, monsieur, apprenez que je monte d'un tonnelier. » Et voilà l'expression que j'aimais. Et quand je suis arrivée à la Cour supérieure à Rimouski, et je disais au juge Pigeon, qui est un Gaspésien comme moi, il vient ici à la cour et les gens attendent pour un divorce qui va durer une demi-heure ou 3/4 d'heure. Et j'ai une préposée aux malades, j'ai une infirmière, j'ai un travailleur de la construction. Ils perdent toute leur journée ici. C'est des gens de la petite classe moyenne. Robert, pourquoi on n'instaure pas la justice sur rendez-vous? On va les divorcer le soir. On va leur donner un rendez-vous à 7 heures le soir ou 8 heures le soir. Et comme ça, on va leur sauver leur journée de travail. Et on a donc instauré la justice sur rendez-vous dans le district de Rimouski. Et là, ensuite, moi, j'ai été nommée à la cour d'appel. Et cette idée-là de rendre la justice accessible aux gens ordinaires, qui sont 95% de la société, c'est moi, c'est d'où je viens, c'est ces gens-là, a émergé comme étant quelque chose que je devais faire vivre au niveau des autres tribunaux. Donc, Spinoza dit, il dit, observe, regarde, ne critique pas, agis. Et voilà. Merci, effectivement. Je pense que ça vous rejoint un peu dans les choses que vous avez dites, là, que notre regard vient de qui on est, puis c'est le regard qu'on porte, c'est ça qui nous amène à voir des choses sur lesquelles il faut agir. Je pense que c'est un peu ça aussi, hein, que vous aviez. Je dirais que, à ta question, qu'est-ce qui fait que l'idée émerge? Personnellement, là, après avoir fait quelques projets, maintenant, je me connais, là, je sais qu'il faut que l'idée m'excite. Il faut que, on dirait que je le sens à l'intérieur de moi quand c'est une idée que je vais porter puis que je vais... Tu sais, moi, je vais aller à Paris pour présenter mon livre, le roman L'Alerte à une organisation. Ça se peut que je vais encore coucher à l'aéroport, là, à mon âge. Donc, l'idée m'excite, le projet m'excite, m'enthousiasme, je suis prête à le faire. Il faut que l'idée m'excite au point où est-ce que je suis prête vraiment à mourir pour la cause. Donc, encore une fois, je veux dire, des fois, il y a des jeunes qui nous écoutent. Là, je ne parle pas de mourir physiquement, je parle de se fatiguer, prendre des risques. Donc, moi, c'est sûr qu'il faut que l'idée m'excite. Maintenant, des fois, il y a des gens qui me proposent des idées. Je sais que je suis capable de me fatiguer. Je sais que si je suis fatiguée, je suis moins productive. Fait que maintenant, je suis un petit peu plus sélective. Il faut vraiment que l'idée m'excite. Puis aussi, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne à un certain moment donné? Je pense que quand on a des bonnes idées, mettons que moi j'ai une bonne idée, probablement qu'il y a pas mal de monde qui l'ont aussi à quelque part, cette bonne idée-là. Probablement que les gens sont prêts pour la recevoir. J'ai confiance que quand supposons qu'on a une bonne idée mettons, moi j'ai une bonne idée qui m'excite, puis que je suis avec des collègues, puis on est excités là-dedans, probablement que socialement, on est pas mal prêt pour ça. J'ai confiance à ça. Donc,
je dirais, c'est ça. Et comment l'idée vient? On dirait que c'est une intuition. C'est drôle, hein? On dirait que c'est comme par exemple, quand j'ai écrit le livre La crise fiscale qui vient, je me rappelle encore quand j'ai eu l'intuition de ce livre-là de dire je vais démontrer chacun des problèmes pour finalement faire un livre orchestre là, où est-ce qu'on se rend compte à la fin puis on démontre que si on ne fait pas de quoi, on risque de foncer dans le mur. Et ça, c'était avant la réforme fiscale internationale. Donc, et je me rappelle encore quand j'ai eu l'idée d'écrire un roman fiscal. Combien de personnes m'ont dit de ne pas faire ça? Ça se peut pas. T'sais. Donc, et je me disais, non, c'est bon, mon idée, ça, c'est bon. Au pire, aller, toi, Nina, tu dis, au pire, aller, je vais aller repeindre. Moi, je dis, je vais retourner faire des tartes aux pommes. Donc c'est ça. Nina? Yeah, there you go. Yeah, I think to just build on what you both have been saying, I mean, I never did well speaking about myself, which no one believes me today, because I was an advocate. I was the national taxpayer advocate, and you had to speak. But when this idea came to me about the clinics and the population that needed attention and help, I found my voice. Quite literally, I found my way to be able to speak without fear. It wasn't about myself. It was about this idea and other people's rights that I could defend. And that was my place in tax. And I remember, I designed my life so I only took cases in my private practice to keep food on the table enough to be able to dedicate my time to the nonprofit. And friends and other lawyer friends of mine would say, Nina, you're nuts. My psychiatrist said, Nina, you're nuts. Why are you doing this? You are so clever. You could find a job. You could work for any law firm. And at one point I thought, a friend of mine said, come and be of counsel for a firm. I was never more miserable than when I was in that. It was a very good experience being 6 months somewhere. It was not me. And so it wasn't really even a choice because I don't want to be miserable. I'd rather be poor, but doing work that means something to me than make money and be miserable. And there are many times, and my son will talk about this, when we rolled pennies, would take money from the change jar to buy groceries. But it was what we needed to do, and I do want to say that I had the support of my child, which was important since he was having to roll pennies too. But it was something that I needed to do, and so even though it was challenging, it was not difficult in that way because the alternative was not stimulating and not positive for me. And that's not true for everybody. I mean, everybody has a different situation, but that's where, my volunteer lawyers would come in. They are in their law firms, and that is their challenging work, but they also wanted to give back, and we were creating a vehicle for them to give back and have that satisfying experience as well as doing what challenged them professionally and personally. So, I don't want to pass judgment on anybody. I'm just talking about what it was in me that made me be able to do this. Merci. Effectivement, c'est très intéressant. Puis je voudrais rebondir aussi sur quelque chose que Nina a dit puis qu'on a vécu à Tax Coop. En fait, c'est que quand l'idée, elle est poussée puis elle est dépersonnalisée, les gens adhèrent à l'idée plus qu'aux personnes qui en font la promotion. Donc, ils adhèrent à l'idée et ils ont l'impression que derrière l'idée, il y a des grosses équipes de 80, 100 personnes, ce qui n'est pas le cas. C'est souvent ce qu'on a vécu à Tax Coop. En fait, on se disait parfois, « Oh, il me semble que là, ils pensent quoi? Ils pensent qu'on est... Mais c'est pas grave, c'est correct, c'est parfait. S'ils croient ça, ça veut dire qu'ils croient en l'idée, puis ils se disent, ça se peut pas qu'il y ait juste 3-4 personnes à Montréal qui poussent cette idée-là. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de gros, puis on réussissait à avoir un momentum, je pense, à travers ça.
le temps passe tellement vite. Puis là, bon, on voulait discuter des obstacles, on voulait discuter aussi les obstacles, oui. Bien, allons-y, prenons quelques minutes pour discuter ça, mais je veux Les vraiment obstacles, garder c'est très quelques important. minutes pour parler aussi de ce que vous voyez dans l'avenir. Donc, Mais prenons pour quelques les instants pour obstacles, parce que vous allez dire, qu'est-ce qui fait que tu as une idée, puis comment ça se fait que, quels ont été les obstacles? Et c'est pour chacune d'entre nous et pour chacun d'entre vous. Le confort, l'habitude, la routine, être habitué. On aime ça le matin, se lever, savoir qu'on va faire ça à 9 heures, ça à 2 heures, ça à 4 heures. Dans mon métier à moi, des gens qui connaissent la loi, des gens qui vivent dans des groupes, qui discutent, qui ont les mêmes intérêts, la même manière de procéder, qui suivent les mêmes cours de formation. Et ça devient un confort institutionnel. Et c'est ce confort-là que vous venez shaker lorsque vous arrivez avec une idée pareille. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, je me souviens encore des gens qui quittaient l'ascenseur pour ne pas monter avec moi en 1997. Qu'est-ce que tu fais? Oui, ce qu'est notre système de droit et le respect qu'on a envers les institutions en nous amenant, en enlevant notre toge et nous faisant discuter avec des citoyens sans aucun enregistrement, sans protection. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va diminuer dans l'esprit populaire l'image très noble de la justice. Et voyez-vous, c'est ça l'obstacle. L'obstacle, c'est la routine, c'est les habitudes dans vos secteurs comme dans le mien. C'est vraiment, on vit dans un monde où lorsque tout est maîtrisé et bien programmé, on a des hésitations puissantes à s'en aller dans l'expectative de quelque chose qui est inconnu. Et pour tous et pour chaque métier. Merci, merci, c'était tellement bien dit. Je vais ajouter un autre obstacle que tu vas aimer, Louise. L'obstacle, je trouve, c'est si on amène quelque chose de nouveau, supposons qu'on prend la théorie que le verre y est plein. Si on ajoute quelque chose, ça veut dire qu'on dérange. On demande à des gens de faire des concessions sur qu'est-ce qui est déjà peut-être leur habitude, leur croyance. Donc, quand on apporte un changement, on demande aux gens de changer. Donc, le changement, ça dérange. Et je trouve que, pour moi, c'est un gros obstacle que j'ai expérimenté. Et j'ai trouvé, pourquoi je dis que tu as aimé ça, Louise, j'ai trouvé que la façon de contourner cet obstacle-là ou de gérer cet obstacle-là, c'est quand on le faisait d'ailleurs à TaxCoop, quand on propose un changement, on analyse nos adversaires ou ceux qui probablement vont s'opposer à ce changement-là. Et ce qu'on présente, on essaie de le présenter de manière à ce qu'eux autres, ils vont accepter le changement. Donc, il faut voir quand on apporte une idée nouvelle, un changement, il faut vraiment pas juste regarder ceux qu'on sait qui vont aimer ça, mais il faut beaucoup, beaucoup regarder ceux qu'on sait qui vont pas aimer ça ou qui vont s'opposer à ça. Moi, je m'attarde beaucoup à ces gens-là, puis j'essaie de leur apporter quelque chose qu'ils vont aimer pour qu'ils se sentent respectés dans ce que je leur demande comme changement. So when I first started the Community Tax Law Project back in '92, there were 13 or 14 clinical programs in law or accounting schools. And the IRS and the tax court did allow those students to represent taxpayers in the court. They had an arrangement with the court, and they also had an arrangement with the IRS. And the IRS would send out letters from the clinics, those 13 clinics, but the academic clinics would only take 6 cases in a semester. You know, it was not doing critical mass. And I thought, well, if they're doing that for the academic clinics, this is before the legislation came in, they should do it for our nonprofit. And we have so many more volunteer lawyers. This would be great. So I wrote the court. Clueless, right? I wrote the court and said, hi, you know, we have created this nonprofit. We want to do this. And the court wrote back, and I have a copy of that letter today still, saying it is not in the best interests
of the United States Tax Court to make referrals to a nonprofit that has lawyers who are in private practice. That's different from education. We're not going to do that. I wrote the Internal Revenue Service, and I said, you're sending out these letters to people who are in the administrative appeals function from the law school clinics. Would you do this for us? Here's what we are. And they wrote back and said, the chief of appeals of the Internal Revenue Service said, no, it is not in the best interests of the United States Internal Revenue Service to make referrals through a nonprofit to attorneys in private practice. And I went with those letters. I had a small board of directors, but one of my board of directors had been a former clerk to one of the judges in the tax court, and everybody was a member of the American Bar Association tax section, and they brought it up at a committee meeting of the American Bar Association tax section, and a former chief judge of the tax court looked at these letters and said, this is ridiculous, and they took it on. And so now today, there is the Stuffer program that's open to all 125 of the clinics, you know, et cetera. But it was, you know, this idea was just like, well, this is different from what we've always done. And so how could we do this? And you know, that's where you need your partners, you know, people who are really can see the idea. I couldn't have made that happen. You know, it needed someone else to take it and work it inside and, you know, work with me on the outside. And now the court embraces this idea. It's one of they're so proud of it. And rightfully so, the work that they're doing with low-income taxpayers. But it was just really interesting to observe that. And I remind them to this day, just, you know, that happened. Effectivement, faut rester ouvert aux idées, s'assurer que les gens ont l'esprit ouvert pour pouvoir recevoir des changements comme ça. Mais l'habitude, tout ce qui est institutionnalisé, c'est sûr que ça crée une barrière importante. Et de travailler de l'extérieur, si on est de l'extérieur, d'avoir des alliés à l'intérieur, je pense qu'effectivement, c'est là qu'on réussit aussi tranquillement à faire changer les choses. On est déjà rendu à notre heure, mais je vais vraiment vous entendre chacune sur... Quel est le gros défi, là, selon vous, là, pour lequel on a besoin de nouvelles idées, on a besoin de créativité pour faire face à des défis, que ce soit au niveau de la médiation. Je sais que la médiation environnementale, entre autres, c'est un point important, que ce soit à l'intérieur des administrations fiscales comme telles, les gros défis qui s'en viennent, puis dans le monde de la fiscalité en général. Qu'est-ce que vous voyez? Puis là où on a besoin là, de nouvelles idées, on a besoin de sang neuf, puis des gens qui vont arriver avec de la créativité pour faire face à ces problèmes-là. Je crois que pour moi, il n'y a qu'un dossier actuellement. La planète Terre nous a déclaré la guerre. À nous, ses pires prédateurs. C'est ça le défi. Il y en a un actuellement. On peut parler de tout ce qu'on voudra, de notre passé, de nos belles expériences, mais nous sommes entrés non pas dans un changement climatique ou une crise climatique, mais comme le dit Guterres des Nations Unies, une catastrophe climatique qui est commencée et qui est bel et bien commencée. Elle n'est pas juste au début, elle est bien amorcée. Je suis très présente maintenant dans tout ce qui s'appelle environnemental. J'ai présenté des projets pour la création d'une unité de médiation environnementale internationale, non pas pour aller jaser de médiation, mais pour dépêcher des médiateurs d'expérience avec des scientifiques dans tous les lieux où il faut enlever la population. On nous annonce à la Banque mondiale, qui est en accord cette fois-ci avec Oxfam, 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. 250 millions, alors qu'actuellement, vous avez de la misère à accueillir les gens qui viennent à Oxfam. Alors, ça va prendre des unités mobiles en temps réel qui se déplacent pour négocier avec les pays, pour faire déplacer les gens, pour leur trouver une place où vivre. Il y a un dossier actuellement sur la planète Terre. C'est celui-là. Nous sommes en grand danger et nous ne le voyons pas vraiment. Hein? Je vois les gens jeter leurs cigarettes, leurs bouteilles de plastique. On ne l'a pas réalisé. On n'est pas encore rendu là, au moment de le réaliser. Alors, je crois que ce mouvement-là, c'est le mien, médiation environnementale par des équipes d'experts, avec Alpin,
médiation environnementale, fiscale, pour aller chercher de l'argent pour la reconstruction des lieux qui sont assiégés. C'est très important. Je veux juste vous dire une chose. Je voyageais avec la ministre du Développement durable de Mauritanie quand on est allé à TaxCoop, quand on est allé au COP, faire une présentation au COP, et elle me disait, vous rendez-vous compte que nous, en Mauritanie, le Sahara avance de 7 km par an et nous n'avons aucune infrastructure dans nos villes pour recevoir les gens. Et on a notre pourcentage de contribution à l'empreinte fossile et carbone est de 0,002 %. C'est nous qui payons le prix de vous, le monde occidental, and she's so right. Alors, c'est ça le défi. Vous voulez que je vous quitte avec ma phrase choc? Je viens d'apprendre hier que les baleines noires approchent nos côtes côtières. C'est un problème majeur. Je viens de voir aussi la détresse des gens qui sont dans l'usine, dans les productions et les pêcheurs. Comment se fait-il qu'il n'y a pas encore un médiateur environnemental nommé pour cette crise-là? Lynn Morissette, formée à Sherbrooke en médiation, et par moi à McGill, qui est une océanographe de grand renom, est prête à prendre la médiation. Pourquoi on est si lent quand il s'agit de faire intervenir des gens pour régler des différends? Il n'y a pas de danger à faire de la médiation. Essayez-le. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de jugement. Essayez-le. Merci. Merci, merci. Oui, oui, tout à fait. On y croit. Oh oui. Quoi ajouter? Donc, effectivement, c'est sûr que le grand défi, c'est l'environnement. Personnellement, j'ai aussi à cœur les écarts de richesse. Ça me fait peur de voir tous ces écarts de richesse défiscalisés bien souvent, que ce soit au niveau corporatif ou personnel. Donc, j'agis beaucoup maintenant au niveau de la juste imposition des milliardaires, au niveau de la charité, etc. Donc, je crains ça parce que je trouve qu'il y a un risque de nuire à nos démocraties. Je vois des conséquences énormes par rapport à ça. Et je n'aime pas, pour aller même jusqu'à dire jaillir, mais c'est un mot que je n'utilise pas souvent, mais j'aime vraiment, ça me désole de voir l'empreinte carbone des milliardaires qui font rien. C'est grave quand on y pense. Là. Ils sont placés, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas, etc. Donc, moi, maintenant, je suis beaucoup axée sur ça, les écarts de richesse et la juste imposition des très grandes fortunes. So, I have not spoken about anything that I've done after 2001. But when I was appointed the National Taxpayer Advocate, my job went from protecting the rights just of low-income taxpayers to protecting the rights of all taxpayers. That was my statutory mission. That was what Congress told me to do in my job. And what I am also doing today in the nonprofit that I founded when I left. And my years at the IRS, what I saw was that as people were reaching out to individuals with higher incomes or global wealth, that without the protection of taxpayer rights, you got abuses, you got overreaching, you got people passing moral judgment as they're doing audits. And it made me very firm in my belief that taxpayer rights are no respecter of person or entity. And that if you develop a system that you go after taxpayers of a certain class, and you do not have an equally strong system of protections in the law that apply to everyone, low income, high income, small business, multinational corporation, you will have an unjust system, and you will eventually erode trust in that system, and you will not collect the revenue that you need to solve the problems that you've got. And my greatest concern right now, which is driving our international conference on taxpayer rights, et cetera, is that the plans for international taxation
are being done without a simultaneous discussion about what rights taxpayers have to have in that global system in order for it to be just and fair. And they are always being discussed as an afterthought. There is lip service being given to taxpayer rights and protections, but there are no concrete proposals. And until there are, I cannot support any proposal for international and global taxation. Merci, oui, tout à fait. Un enjeu très important, oui, critique, exactement. Vous avez soulevé des enjeux tellement importants. Et je pense qu'un élément qui revient aussi, c'est qu'on a de moins en moins le luxe du temps pour agir. Donc, les idées, ben, il faut qu'elles émergent, puis il faut que, qu'elles voient le jour, qu'elles prennent action parce qu'on en a besoin et c'est rapidement, les changements sont rapides, les problèmes apparaissent rapidement, des problèmes fondamentaux, donc auxquels il faut faire face, puis on a besoin de ces idées-là, puis on a besoin de gens qui inspirent ces idées-là et qui les portent, et d'arriver à faire vraiment une influence pour améliorer les choses. Je pense que les 3 points que vous avez soulevés sont tout à fait fondamentaux dans tout ça. On est déjà, je pense qu'on a excédé notre petit 5 minutes qu'on se donne. On n'a pas pu prendre de questions, mais n'hésitez pas, s'il y en a des questions en ligne et tout ça, on les transmettra à nos conférencières, puis puis on pourra faire un suivi s'il y a lieu. N'hésitez surtout pas. Merci, c'était vraiment trop court. On aurait pris encore 1 heure de conversation comme ça. Merci d'avoir partagé une parcelle, ce que je sais être une parcelle de vos expériences pour inspirer les changements auxquels on doit faire face puis qu'on doit porter. Merci beaucoup. Merci, Lynn. Merci à vous.